C'est la prison de Holmesburg. Les gardiens, ils étaient là-haut. Ils nous surveillaient. C'était tendu. À la fin des années 60, Leodius Jones était prisonnier ici, à Holmesburg, dans la banlieue de Philadelphie, aux États-Unis. Prisonnier, mais aussi cobaye pour l'industrie, comme des milliers d'autres détenus. Le bloc H, c'est ici que se déroulaient les tests médicaux et les expérimentations humaines. Combien de fois avez-vous emprunté ce couloir? Je dirais 25-30 fois. Je faisais différents tests. Parfois, je participais à 2 tests à la fois. Cette pratique était secrète à l'époque, car les multinationales venaient ici tester la dangerosité de leurs produits. Moyennant quelques dollars, les détenus multipliaient les expériences, mais aucun ne savait ce qui lui était administré. Ils posaient du scotch. Ils le collaient, ils le retiraient. Et après, ils appliquaient une goutte de je ne sais pas quel produit à cet endroit-là. Et que s'est-il passé après? À différents endroits de mon corps, ma peau a changé, elle est devenue plus claire. Combien de temps cela a duré? Je dirais 1 an. 1 an et quelques. Ils vous faisaient signer un papier, une sorte de formulaire de consentement, juste pour qu'ils ne soient pas responsables si les choses tournaient mal. Une entreprise a tout fait pour que cette histoire ne s'ébruite pas. Elle a même payé Leodius Jones pour qu'il se taise. Dow Chemical. Le premier fabricant de plastique au monde. Le 3e de pesticides. Dow Chemical, c'est 48 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 50 000 salariés à travers le monde. Dans le sillage de ce géant de la chimie, c'est toute une industrie qui affiche une rentabilité vertigineuse et mène une course effrénée à l'innovation. Chaque année, de nouveaux produits toxiques arrivent sur le marché. Ces multinationales ont un point commun, la culture du secret. Ils nous suivent. Pollution des sols, des rivières, des nappes phréatiques. Derrière les fumées de ces usines, nous avons découvert des dizaines de milliers de victimes. En Inde, des enfants naissent gravement handicapés. Aux États-Unis, ceux qui ont consacré leur vie à cette industrie, Tout le monde voulait y travailler. C'était bien payé, c'était rassurant. en paient aujourd'hui le prix. Ces mecs sont tous morts et j'aurais dû l'être. Pourquoi on nous a menti? Face à ces drames humains, les géants de la chimie ont adopté une ligne de conduite. L'opacité, le cynisme, le déni. Et continuent pendant ce temps à engranger les profits. Dans la prison de Holmesburg, Dow a expérimenté sur les détenus un des produits les plus cancérigènes au monde, la dioxine. C'est une des molécules de l'agent orange, l'herbicide surpuissant que Dow a fabriqué pour l'armée américaine durant la guerre du Vietnam. Les avions de l'US Air Force vont le larguer pendant une décennie sur les ennemis Viet Cong, au moment même où sont effectués les tests à Holmesburg. Dès cette époque, Dow connaît la dangerosité de la dioxine. L'entreprise l'écrit noir sur blanc dans cette note confidentielle de juin 1965. La dioxine est exceptionnellement toxique. Quelques mois plus tard, Dow étudie ses effets secondaires sur les prisonniers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'ils nous avaient informés à l'époque, jamais on n'aurait participé. Non, non, on l'aurait pas fait.
Ils ont essayé de le cacher. Ils voulaient que personne ne le sache. Nous avons retrouvé l'un des médecins qui effectuait les tests à Holmesburg dans les années 60. Il est aujourd'hui cancérologue à l'hôpital Northwestern à Chicago. Sigmund Weizmann s'apprête à prendre sa retraite. Il est un des rares témoins encore vivants. Chaque jour, j'avais une rangée de 20 prisonniers. Ils allaient et venaient toute la journée. Les gens venaient toute la journée? Oui, absolument. C'était une machine. En 1967, Sigmund Weizmann n'avait que 21 ans. Il était stagiaire à Holmesburg. Jamais le médecin en chef ne lui a donné le nom des produits testés sur les détenus. Il n'a réalisé que des années plus tard avoir appliqué de la dioxine sur des êtres humains. Nous lui montrons ce que savait pourtant Dao à cette époque. Ce produit est exceptionnellement toxique. Pas étonnant que ce soit confidentiel. Mais c'était il y a 50 ans. Oui. C'est vraiment choquant. C'est la première fois que vous lisez ces documents? Oui. Je suis bouche bée. C'est tellement cynique. Personnellement, je me sens coupable d'avoir participé à quelque chose d'aussi horrible. On ne donne pas du poison aux gens, c'est tout. C'est comme s'ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais plutôt comme des rats de laboratoire. Aujourd'hui, ce serait criminel. Dao n'a jamais été condamné. Lorsque les détenus se sont retournés contre l'entreprise, les faits étaient déjà prescrits. La multinationale ne va pas seulement intoxiquer des prisonniers à la dioxine, mais des dizaines de milliers d'habitants à Midland, dans le nord des États-Unis. Midland, la ville qui a vu naître Dao. Here at the Dow Chemical Company in Midland, Michigan, revolutionary chemical killers. C'est ici qu'était fabriqué l'agent orange. Sa production a engendré des déchets extrêmement chargés en dioxine. Dao va secrètement les rejeter dans la rivière qui traverse la ville. En 1981, un homme va s'en apercevoir. On avait conclu que Dao était la principale source, si ce n'est la seule source de contamination de la rivière, et que les gens ici étaient en danger. À l'époque, Milton Clark était toxicologue à l'EPA, l'organisme gouvernemental chargé de la protection de l'environnement. Avec ses collègues, il rédige un rapport pour dénoncer les pratiques de Dao. Mais juste avant sa publication, la multinationale va réussir à faire pression directement sur le numéro 2 de l'EPA à Washington. On était sous le choc, on n'avait jamais vu ça. Qu'une entreprise que nous sommes censés réguler ait le droit de consulter un de nos rapports avant sa publication et puisse l'amender. Et qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Il était très important de prévenir les gens qu'ils étaient en danger. Mais ça, ils ne le voulaient pas. Ils voulaient tout simplement étouffer le rapport. Et au final, ils ont réussi. Ils l'ont tronqué en enlevant toutes les conclusions et les passages critiques. Sous la pression de ses supérieurs, Milton Clark est contraint d'accepter la censure. Résultat, durant 30 ans, la pollution va se poursuivre à Midland, en toute impunité. Et les dirigeants de Dao vont continuer à nier ces dangers. Il n'y a pas de problème de santé publique à Midland. Aucune preuve que la dioxine soit dangereuse pour l'homme. En 2006, une femme
va s'attaquer de nouveau à la multinationale. À l'époque, Mary Gade dirige tous les bureaux de l'agence environnementale dans la région de Midland. Sa force, avoir été nommée par le président des États-Unis, George W. Bush. À peine arrivée en poste, elle exige de nouveaux prélèvements dans la ville. On a retrouvé des taux astronomiques de dioxine, certainement les plus hauts taux jamais mesurés aux États-Unis. Ce qui m'a semblé incroyable, c'est que pendant 30 ans, personne n'a jamais rien fait pour résoudre ce problème. Où avez-vous trouvé ces taux? On a retrouvé de la dioxine dans les jardins le long de la rivière, dans des parcs pour enfants, dans des zones de pêche, bref, là où les gens vivent. J'ai donc immédiatement appelé un dirigeant de Dow et je lui ai dit « Il faut que vous agissiez ». Bien sûr, l'entreprise n'a pas du tout apprécié. C'est très cher de nettoyer autant de zones polluées. Des centaines de millions de dollars, si ce n'est plus. Pour se plaindre, Dow se rend directement à la Maison-Blanche. Le 1er mai 2008, on m'a demandé de remettre ma démission avant la fin de la journée. Vous étiez surprise? Oui, très surprise. En 30 ans de carrière au sein de la haute administration, je n'avais jamais vu cela. Dow agissait pour protéger ses intérêts et leur seul but était de dépenser le moins d'argent possible. Bilan de ces manœuvres, durant des décennies, des milliers de personnes ont vécu au milieu de la dioxine sans en connaître les dangers. Ces victimes, nous avons voulu les rencontrer. Mais à Midland, difficile de délier les langues. Dow fait vivre la ville depuis 120 ans et le rappelle à chaque coin de rue. Banque, stade, bibliothèque, jardin public, lycée. L'ombre de l'entreprise est partout. Une seule personne a accepté de briser l'omerta. Alice Buchalter habite depuis 50 ans, non loin de la rivière. C'est ici qu'elle a construit sa vie et élevé sa famille. C'est ici qu'on avait installé la tyrolienne. Il y avait plein de sentiers qui partaient d'ici. Je ne sais pas si vous pouvez encore les voir. C'était il y a 18 ans. Le jardin a tellement poussé. On avait plein de pistes pour faire de la motocross, de la randonnée, du quad. On s'amusait beaucoup. Vous savez, c'était notre petit bois. Pour les enfants, c'était un endroit merveilleux, plein d'aventures. Ils pouvaient explorer, construire des cabanes. C'était sans limite. Personne ne vous a prévenu qu'il y avait de la dioxine ici? Non. On pensait avoir déniché un lieu magique pour jouer en famille et élever les enfants. Durant près de 40 ans, la famille Buchalter va vivre ici, dans la plus grande insouciance. Chaque printemps, pourtant, la rivière inonde leur jardin et apporte son flot de dioxine. L'ampleur de la contamination, Alice Buchalter ne va la découvrir qu'en 2007, lorsque des relevés sont effectués dans son jardin par l'agence environnementale locale. Les taux de dioxine sont jusqu'à 17 fois supérieurs à la limite de toxicité américaine. Ma fille aînée a aujourd'hui des maladies auto-immunes. Sur vos 5 enfants, combien ont des maladies auto-immunes? Je dirais que tous mes enfants en ont, à des degrés plus ou moins graves. Mais c'est surtout mon mari qui a été touché. Il a eu un cancer du côlon foudroyant. Ça a évolué très vite. Herbert Buchalter était médecin. Quelques jours avant de mourir, il a exprimé une dernière volonté.
Il est décédé un dimanche. Alors qu'il était mourant, il a fait tester le niveau de dioxine dans son sang. C'était extrêmement courageux de sa part. Il était très faible, mais il voulait absolument prouver le lien entre la dioxine et sa maladie. Ce sont ses résultats. Regardez-les tous. Le mari d'Alice Buchalter a 64,5 nanogrammes de dioxine par litre de sang. 3 fois le niveau moyen aux États-Unis. Quand il est mort, cela faisait 46 ans qu'on était mariés. Est-ce que j'aurais aimé le chérir 10 ans de plus? Oui, bien sûr. Vous savez, ça a bouleversé ma vie. L'agence environnementale américaine a finalement contraint Dow à nettoyer la rivière. Le travail ne fait que débuter. Il pourrait prendre des dizaines d'années et coûter des centaines de millions de dollars. Mais aucune date n'est prévue pour dépolluer les jardins, comme celui d'Alice Buchalter. Dow a refusé toutes nos demandes d'interview. La multinationale s'est contentée de nous envoyer un mail où elle affirme « Nous recherchons des solutions scientifiques pour protéger la santé humaine et contribuer au bien-être des communautés locales. » À l'autre bout du globe, une autre contamination fait des ravages. Elle fait suite à l'une des pires catastrophes industrielles de l'histoire. Des milliers d'enfants sont touchés. Mais Dow ne s'en est jamais occupé. Elle a lieu en Inde, à Bhopal. En 1984, l'usine chimique de la ville a explosé, faisant 20 000 morts et laissant se déverser des tonnes de produits toxiques. À l'époque, l'usine appartient à Union Carbide, un géant des pesticides que Dow rachète en 2001. Le site de Bhopal est alors toujours infesté de produits chimiques qui se sont répandus au fil des années dans les nappes phréatiques de la ville. Depuis 15 ans, les habitants exigent la dépollution. En vain, Dow refuse d'agir. Aujourd'hui, le monstre d'acier rouillé est toujours accessible. Nous y retrouvons M. Chouhan, un ancien ingénieur. À l'époque, il était en charge du stockage des produits chimiques dans ce laboratoire. C'est quoi toutes ces bouteilles? Il y a tellement de produits chimiques dans ce laboratoire. Et encore, ce n'est rien comparé à ce que c'était juste après la catastrophe. À l'époque, cette pièce était remplie de produits chimiques, de bouteilles, de bidons. Et 32 ans après, ils gisent toujours ici. Et c'est dangereux? Oui, c'est dangereux. Personne ne s'est jamais occupé de nettoyer ces locaux. Parmi les produits qui étaient entreposés dans l'usine, le lindane, un insecticide extrêmement toxique, aujourd'hui interdit partout dans le monde. Selon notre guide, la terre autour de l'usine en regorgerait. Toute cette zone-là est contaminée. Ça, c'est le déversoir. Là-bas. À l'époque, ils rejetaient les déchets toxiques à même le sol. Vous pouvez sentir l'odeur de benzène hexachloride, là, dans l'air. C'est dangereux de rester ici trop longtemps. Le benzène hexachloride, c'est le nom scientifique du lindane. Nous descendons dans le déversoir pour réaliser des prélèvements. L'odeur y est insoutenable. Cette terre, nous allons la faire analyser. Mais avant de partir, M. Chouhan nous emmène là où étaient fabriqués les pesticides. Ici, ce sont des billes de mercure qui reposent à ciel ouvert.
C'est un des 10 produits chimiques les plus dangereux, selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous réalisons de nouveaux prélèvements. Ça se voit à l'œil nu, en fait. Il y en a partout. Les résultats de nos 2 tests sont stupéfiants. Dans l'enceinte de l'usine, le taux de mercure est 5 millions de fois supérieur à la norme environnementale française. À cette concentration, les risques de développer des cancers du foie, des poumons ou de la peau sont considérables. Les mesures de l'Indane sont aussi alarmantes. Elles dépassent 100 000 fois la norme, pouvant exposer à de graves cas de dégénérescence cérébrale. Pourtant, à seulement 20 mètres de là, nous apercevons des enfants qui jouent au cricket directement sur les sols contaminés. Bonjour. Vous venez souvent jouer ici? Oui. Vous savez que c'est une usine chimique ici? C'est dangereux? Oui, c'est dangereux. Ces enfants viennent tous les jours jouer ici, sur le site de l'usine. Ils n'ont pas l'air de réaliser les risques auxquels ils s'exposent. Pourquoi vous jouez ici et pas à l'extérieur? Il y a trop de maisons là où on habite et tout le monde nous crie dessus quand on joue. Ici, ce n'est pas dangereux. On a rajouté de la terre pour faire le terrain. Je viens depuis 3 ans. Je mange même les fruits dans les arbres. Ces enfants, qui jouent avec insouciance, ne sont pas les seuls en danger à Bhopal. La contamination chimique s'étend bien au-delà des murs de l'usine. Les déchets toxiques se sont infiltrés dans les sols et ont pollué l'eau de dizaines de quartiers. Jusqu'à 3 km de l'usine. 50 000 personnes y vivent. Nous sommes allés réaliser des prélèvements chez les habitants pour identifier les molécules présentes dans leur puits. Notamment chez Shakia et sa famille. Ils habitent cette maison depuis près de 30 ans. L'eau qu'ils consomment contient 1,9 microgrammes de mercure par litre, 2 fois la limite de toxicité en France. Pendant une quinzaine de minutes, l'eau est très sale. Elle sent mauvais. On l'utilise pour se laver, mais on fait bouillir l'eau pour boire et manger. Problème, même dans l'eau bouillie, le mercure reste cancérigène. Il n'y a pas de problème tout de suite. Mais 3 ou 4 jours après, les ennuis commencent. On a des vomissements et on n'arrive plus à manger. On a toujours mal au ventre. À cause de ça, on est obligé d'aller voir souvent le médecin. Dans d'autres quartiers de Bhopal, ce n'est pas le mercure, mais le lindane qui fait des ravages. Notamment à Pritnagar, situé à 1 km de l'usine. Ici, la municipalité a installé l'eau potable en 2011. Mais pendant des années, les habitants ont bu une eau extrêmement polluée. C'est le cas de Rukmani et sa petite fille Rachna, 13 ans. Depuis sa naissance, elle est atteinte de retard mental et de dystrophie musculaire. Elle ne peut ni parler, ni se tenir debout toute seule. Rukmani, sa mère, a bu chaque jour l'eau contaminée durant sa grossesse. J'avais beaucoup de fièvre. J'avais la jaunisse, je suis devenue très faible. Le médecin m'a dit que j'avais besoin d'une césarienne. Elle est née avec beaucoup de difficultés. Quelques mois après la naissance de Rachna, une étude gouvernementale est réalisée dans le quartier. L'eau est extrêmement chargée en lindane, 17 fois le seuil de l'Organisation mondiale de la santé. Vous saviez quand vous étiez enceinte que l'eau que vous buviez était pleine de pesticides? Oui, je savais, mais il n'y avait pas d'autre eau.
Tout le monde disait que l'eau était toxique et c'est ce que je pensais aussi. Que va-t-il arriver à Rachna maintenant? Je suis inquiète pour elle. Là, je suis en bonne santé, donc je m'occupe d'elle. Mais après moi, qui va s'en occuper? À cause de son handicap, Rachna n'a jamais pu aller à l'école. Tous les jours, elle vient au centre de rééducation Shingari. Sans ces exercices quotidiens, elle serait aujourd'hui totalement paralysée. Rachida Bi est la fondatrice du centre. Tous ses enfants, elle les a vus grandir. Lui là, il vient de Garib Nagar, c'est un quartier contaminé. Lui vient de Nawab Colony, un quartier aussi pollué. Lui vit à Navginan Colony. Tous ses enfants viennent de quartiers où l'eau est contaminée. Dans ces zones, dans une maison sur deux, les enfants souffrent de graves handicaps. 850 enfants sont aujourd'hui inscrits dans le centre de Rachida Bi. Il y a énormément d'enfants qui arrivent tous les jours. Nous n'avons pas les moyens de les prendre tous en charge et nous sommes obligés de les renvoyer. Il y en a 650 sur liste d'attente. Est-ce que Dao paye pour les soins des enfants? Dow Chemical, ce qu'on veut, c'est qu'ils nettoient tout d'abord l'eau et la terre. Ensuite, ils peuvent prendre la responsabilité des soins, mais qu'ils nettoient tout d'abord. Les gens continuent de boire l'eau contaminée et ils souffrent à cause de cela. Si Dao ne s'occupe pas du nettoyage, les générations futures seront elles aussi affectées. En 2015, Dao a reversé 4,5 milliards de dollars à ses actionnaires. Mais pas un centime n'a été consacré à décontaminer Bhopal. Durant des semaines, nous avons tenté de joindre les responsables de la communication de Dao pour obtenir une interview. Sans succès. Qui va répondre à nos questions? C'est très important. Monsieur, je ne sais pas qui peut vous répondre. Nous avons plus de 50 000 employés. Il faut que je fasse des recherches. Dao ne nous a jamais rappelé. Nous sommes donc allés à l'Assemblée générale de l'entreprise à Midland, aux États-Unis, pour poser nos questions. Les caméras sont interdites à l'intérieur. Nous restons donc sur le parking. Excusez-moi, vous êtes une actionnaire de Dao? Oui. Monsieur, est-ce que vous avez évoqué Bhopal cette année? Excusez-moi, monsieur. Il a dit de ne pas parler. Ah, vous n'avez pas le droit de parler? Monsieur, vous devez quitter la propriété. Si vous refusez de partir, vous allez être arrêté. Ici? Vous comprenez? Vous serez arrêté. Oui, je comprends. Très vite, on a compris qu'on n'était pas vraiment les bienvenus. On va dire que la limite, c'est le gazon, là. Donc je peux rester ici? On a donc scrupuleusement suivi les règles pendant 45 longues minutes. Jusqu'à ce que les responsables de la communication de Dao daignent enfin mettre le nez dehors. Bonjour, excusez-moi, je suis un journaliste français. Oui, je sais, je travaille à la communication. Je peux vous parler? Non, non, désolé. Pourquoi? J'ai rien à vous dire. Vous ne voulez pas parler de Bhopal? Vous ne voulez pas parler des enfants malades là-bas? Non, je suis désolée, je ne peux pas vous répondre. Mais pourquoi? On a donc réfléchi à une autre solution. Déposer nos questions directement chez le PDG de Dao, Monsieur Liveris. Avec cette lettre, une pancarte façon élection américaine, pour être sûr qu'il ne passe pas à côté. On va laisser un petit message à... Vous êtes sur une propriété privée, là. Bonjour, monsieur. Je reste à l'extérieur, ne vous inquiétez pas. Vous travaillez pour Monsieur Liveris? Je travaille pour Dao, oui. Ah, vous travaillez pour Dao? À la sécurité. Vous vous sentez concerné par ce qui se passe à Bhopal? La contamination là-bas? Regardez ces enfants. Rachna, elle a 13 ans. Ah, c'est terrible, je comprends. Mais alors pourquoi Dao ne fait rien? Je ne sais pas, monsieur. Je ne peux pas vous dire. Mais ça ne vous touche pas? Vous en fichez? Ça attriste tout le monde. Mais alors pourquoi Dao ne fait rien? Quelques jours plus tard,
Nous avons finalement reçu un email de Dao. L'entreprise déplore « Bhopal a été une terrible tragédie que nous n'oublierons jamais ». Mais se dédouane de toute responsabilité, car elle affirme avoir acquis Union Carbide plus de 16 ans après la catastrophe de 1984. Dow continues to address global issues through human solutions. Issues like clean water, as important as life itself. Dow is working to make water safe and readily available to people all over the globe. The human element. Nothing is more fundamental. Nothing more elemental. Dans le sillage de Dao, les victimes et les drames humains s'amoncellent, sans que la réussite économique de l'entreprise n'en pâtisse. En décembre 2015, Dao a même annoncé la plus grosse opération financière de son histoire. Une fusion à 130 milliards de dollars avec l'autre géant américain de la chimie, DuPont. Un mariage avec le prétendant idéal. You and DuPont. There's a lot of good chemistry between us. DuPont a fait fortune avec la dynamite, le nylon, mais surtout avec le téflon, ce matériau magique qui empêche les aliments de coller au fond de vos poêles. Mais derrière le succès du téflon, DuPont cache un lourd secret. Je n'arrive pas à croire que pour DuPont, l'argent vaut plus que la vie des gens. Des gens meurent à cause d'eux. DuPont savait depuis des années ce qu'il faisait. Au minimum, c'est abject. Au pire, c'est criminel. Au cœur de ce drame, une ville, Parkersburg. Perdue dans l'Est américain. Une ville construite autour de l'usine DuPont. Susan Bailey y est entrée en 1978 pour travailler sur les chaînes de fabrication du téflon. J'ai commencé le 8 mai 1978. C'était mon jour de gloire. Regardez, ils nous avaient même pris en photo. C'est vous, là? Oui, c'est moi. Sans les cheveux blancs. Là, au milieu? J'étais si contente. C'était le boulot parfait. Tout le monde en rêvait. Il y avait plein d'avantages. C'était bien payé, c'était stable. The chemical industry is a growing one, growing by leaps and bounds. En ville, vous prononciez le nom de DuPont et toutes les portes s'ouvraient. C'était comme dans un conte de fées. Yes, in such an environment, you can look to a bright future with confidence and optimism. Vous étiez heureuse? J'étais ravie. J'étais vraiment aux anges. Quelques mois après son arrivée chez DuPont, Susan Bailey tombe enceinte. En janvier 1981, elle donne naissance à un petit Bucky. Quand il est né, j'étais traumatisée. Les médecins ne savaient pas quoi faire, ils n'avaient jamais vu cela. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il n'avait qu'une narine, il lui manquait la moitié du nez. La pupille de son œil aussi était difforme. Je ne savais pas quoi faire, j'avais peur qu'il meure dans mes bras. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait. Bucky a survécu. Il a aujourd'hui 35 ans. Mais son enfance, il l'a passée entre la maison et l'hôpital. J'ai eu une trentaine d'opérations en l'espace de 6 ou 7 ans. Ils m'ont pris du cartilage de la hanche pour me former un nez. J'ai une plaque de métal là.
Ils m'ont agrandi le front et ils ont étiré la peau vers le bas pour modeler le nez. Et je n'ai toujours qu'une seule narine qui fonctionne. On devait lui mettre un masque de hockey et des gants pour ne pas qu'il se touche le visage. Pendant combien de temps? Il a dû le porter pendant, je dirais, 3 ou 4 mois. C'est long. Oui, le seul moment où il l'enlevait, c'était pour manger. À quoi ça ressemble la vie d'un enfant avec autant de chirurgie? Quand je marchais dans la rue, que j'entrais dans les magasins ou dans les restaurants, tous les yeux étaient braqués sur moi. À l'école, j'essayais de me faire des amis. Mais tout ce qu'ils voyaient, c'est que j'étais différent. De retour de congé maternité, Suzanne Bailey commence à soupçonner son travail d'être à l'origine des malformations de Bucky. Une mystérieuse source la met sur la piste d'une molécule en particulier, le C8, la molécule du téflon, qui permet aux aliments de ne pas coller. Quand je suis retournée au travail le premier jour, je suis passée par les vestiaires. Il y avait un papier qui était posé là, je l'ai ramassé et j'ai commencé à le lire. C'était une étude qui parlait de rats exposés au C8 et des malformations que cela leur causait. Je me suis dit, mais on dirait Bucky. Ça ressemblait à ce qu'avait Bucky? Oui, c'était quasiment identique à ce qu'il avait. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. C'est là que j'ai compris. L'étude scientifique qu'a récupérée Suzanne Bailey a été réalisée par un sous-traitant de DuPont, quelques mois plus tôt. Elle observe les bébés rats dont les mères ont été exposées au C8. Ils développent des malformations aux yeux. Je suis sortie du vestiaire et j'ai couru immédiatement à l'infirmerie. Je leur ai demandé, « C'est ça qu'a mon bébé ?»« Oh non, rien dans cette usine ne peut vous faire de mal, » ils m'ont dit. C'était leur refrain. Rien ici ne peut vous faire de mal. Pourtant, au même moment, DuPont étudie en secret les femmes enceintes qui travaillent dans l'usine. 2 sur 7 ont des enfants atteints de malformations du visage, comme Bucky. Peu de temps après, DuPont décide de déplacer Suzanne Bailey et toutes ses collègues dans d'autres services de l'usine. À l'époque, Kenton Wamsley travaillait aussi dans le département de fabrication du téflon. Il se souvient de la discussion qu'il a eue avec son manager. Il m'a dit, on retire toutes les femmes du bâtiment téflon. Toutes. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux pour les hommes. Juste pour les femmes. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de risque. Kenton Wamsley était technicien de laboratoire. Durant 30 ans, il va manipuler du C8. On respirait les vapeurs de ce produit. On les respirait tous les jours. Mais vous savez, à l'époque, on pensait que DuPont prenait soin de nous. Alors j'ai continué à faire mon travail pendant des années et des années. Je ne pensais pas que notre santé était en danger. Et puis un médecin m'a diagnostiqué un cancer. Ils ont dû me retirer le rectum et une partie du côlon. Depuis, Kenton Wamsley doit vivre avec une poche à excréments accrochée au ventre, qu'il change jour et nuit. À l'usine, il travaillait en équipe avec 3 autres techniciens. Mes potes, des gens que j'aimais vraiment, que je voyais tous les jours, des mecs à qui je tenais, ils sont tous morts. Et j'aurais dû l'être. Aucun n'est allé jusqu'à la retraite. Aucun. Jamais Kenton Wamsley et ses collègues n'ont été avertis des risques liés au C8. Pourtant, nous nous sommes procuré un document confidentiel de DuPont. Il date de 1982, il y a 34 ans. Le directeur médical de l'entreprise à l'époque, M. Carr, s'inquiète des conséquences du C8 qui s'accumulent dans le sang des employés. Il demande expressément à ce que des mesures soient prises pour réduire l'exposition.
Tous les employés, pas seulement les ouvriers du Téflon, sont exposés. Ils l'ont écrit au lieu d'agir. Je n'ai jamais vu une lettre comme ça. Je suis furieux. Vous voyez pourquoi? Ils auraient pu sauver beaucoup de vies s'ils nous avaient prévenus. Pourquoi ils l'ont caché? Pourquoi ils ont menti? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas protégés? Trop cher? Nous avons retrouvé la trace de Bruce Carr, l'ancien médecin en chef de DuPont. Il coule une retraite paisible au bord de la mer, loin de Parkersburg. J'ai avec moi un document de 1982. Il montre que vous saviez que le C8 était toxique pour les employés. Pourquoi vous ne les avez pas prévenus à l'époque? Ils connaissaient tous la vérité, on leur a dit tout ce qu'on savait à l'époque. Bah non, j'ai rencontré plusieurs employés, vous ne leur avez rien dit. On a dû aux employés tout ce qu'on savait au moment où on l'a su. Vous me parlez de 82, vous essayez de refaire l'histoire. Vous pouvez pas faire ça. Pourquoi vous n'avez pas protégé vos employés? Il a raccroché. DuPont ne va pas seulement mettre en danger ses employés. Une nouvelle fois, ce sont des dizaines de milliers d'habitants qui vont être touchés. Ils vivent jusqu'à 70 km de l'usine. Un homme va le découvrir un peu par hasard. Joe Kiger. Le 31 octobre 2000, il reçoit une lettre de la municipalité concernant la qualité de l'eau potable. Elle mentionne le C8. J'étais assis dans mon jardin. Ma femme arrosait les fleurs quand on a reçu notre facture d'eau. Avec, il y avait une lettre. Le genre de lettre officielle que vous recevez tout le temps. Le genre que vous regardez et que vous mettez sur une pile. Que vous oubliez et que vous finissez par jeter. Voilà le genre de lettre que c'était. Mais ça a attiré mon attention. Et j'ai commencé à lire, et là j'ai tiqué. D'abord, c'est quoi ce C8-là, qui est utilisé par l'usine DuPont? Qu'est-ce que DuPont a à voir avec mon eau? Joe Kiger veut éclaircir l'affaire. J'ai appelé DuPont pour comprendre. Ils m'ont passé un responsable, un certain monsieur Kennedy. Je voulais en savoir plus sur le C8. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, que c'était juste un composé du Téflon, rien de dangereux. Il était en train de me mentir, je le sentais. Pour en avoir le cœur net, Joe Kiger attaque DuPont en justice. Au bout d'une longue bataille, les juges contraignent l'entreprise à déclassifier ses études internes sur le C8. Joe Kiger découvre les secrets de l'usine de Parkersburg. Depuis des décennies, elle rejette des déchets de C8 dans la rivière. Plus grave, DuPont sait depuis 1984 que la molécule s'est répandue dans l'eau potable de la région. L'entreprise a retrouvé des taux astronomiques dans des robinets publics. Jusqu'à 50 fois la limite de toxicité de l'agence environnementale américaine. C'était en 1984. On ne s'en est rendu compte qu'en 2000. 16 ans. Oui. 16 ans avant qu'on les attaque en justice. C'était leur choix. C'est marqué là. Ils ont choisi de ne rien faire. Ils connaissaient leurs responsabilités s'ils se faisaient attraper. Et ils ont essayé de le cacher. Les gens avaient confiance en DuPont depuis si longtemps. Ils n'ont fait que leur mentir sur ce qu'était vraiment ce produit. Il y a des personnes malades à cause de ce qu'ils ont fait. Il y a des personnes qui meurent à cause de ce qu'ils ont fait. Durant toutes ces années, ce sont plus de 70 000 personnes qui ont bu de l'eau contaminée. En 2011, la science et la justice ont établi que le C8 pouvait être à l'origine de 6 maladies. Troubles de la thyroïde, hypercholestérolémie, colite ulcéreuse, hypertension artérielle, cancer du rein ou des testicules. Aujourd'hui, 3500 personnes sont malades dans la région de Parkersburg. Elles ont toutes porté plainte contre DuPont.
C'est le cas de Earl et Gwen Botkin. J'ai eu une colite ulcéreuse pendant 17 ans. Ça a failli me tuer plusieurs fois. J'ai aussi des problèmes de thyroïde et un cholestérol élevé. Toutes ces maladies sont liées au C8. Aujourd'hui, Earl Botkin n'a plus de côlon. Lui aussi vit avec une poche à excréments. Tout d'un coup, vous ne vivez plus normalement. Vous avez vos excréments sur le côté. C'est avec ça que je dois vivre jusqu'à ma mort. Et il n'y a aucun espoir que ça change. Ça contrôle où je vais, ce que je fais, ce que je mange. Ça contrôle une grande partie de ma vie. Mais au moins, je suis en vie. Un document montre que toutes ces victimes auraient pu être épargnées. Le 22 mai 1984, une réunion au sommet se tient au siège de DuPont. Les dirigeants s'inquiètent des conséquences pour les habitants de Parkersburg. Ils envisagent d'arrêter totalement de rejeter du C8. Je voulais vous montrer ces phrases ici. Mais au final, aucune mesure n'est prise. Argument de l'entreprise, ce n'est pas économiquement attractif. C'était en quelle année? 1984, avant qu'on soit mariés. C'était il y a longtemps, très longtemps. C'est insensé, ça rend la chose tellement cynique. Ils avaient des preuves pendant tout ce temps. Ils les ont juste ignorées et ont continué leurs affaires. C'est leur cupidité qui nous a menés là. Ils savaient ce qu'ils nous faisaient et ils ont continué pour l'argent. C'est la seule raison pour laquelle ils n'ont pas arrêté. DuPont refuse d'indemniser collectivement les 3500 malades et préfère étudier les cas, un par un. Résultat, depuis 2012, une seule victime a eu le droit à un procès. DuPont a été condamné à lui verser $1 600 000. Les 3 499 autres malades, comme Earl Botkin, attendent toujours. Au rythme où se tiennent les procès, le dernier aura lieu après 2100. Est-ce que vous aurez droit à un procès un jour? Oui, je l'aurai. Il vit pour ça maintenant. Si je vis jusqu'à 150 ans, je l'aurai. Il y aura un procès un jour. Mais il n'y a aucune chance que je vive assez longtemps pour le voir. On n'est qu'un dossier, un numéro, parmi d'autres dans un tribunal. DuPont a gagné des milliards de dollars. Je pense qu'ils devraient assumer leurs responsabilités et rendre justice aux personnes qu'ils ont rendues malades. DuPont a refusé toutes nos demandes d'interview. Nous avons donc fait la route jusqu'à leur siège, dans l'État du Delaware, sur la côte est américaine, pour les convaincre de répondre à nos questions. Au bout du fil, le patron de la communication, Daniel Turner. On tourne un documentaire. Le mieux serait de se rencontrer pour réaliser une interview. Mais d'abord, rencontrons-nous au moins. Je suis juste là, je pense que vous pouvez me voir, je vous fais des signes. Nous déclinons votre demande d'interview et je vais vous faire parvenir un communiqué. Mais vous savez, il existe une quantité considérable de documents prouvant que DuPont savait depuis 30 ans que le C8 était toxique, que vous empoisonniez les employés de votre usine et les habitants de Parkersburg. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas le fait que vous avez délibérément empoisonné des milliers de personnes? Ok, donc c'est ça vos questions? Oui, ce sont mes questions. Ok, je serais ravi de vous faire parvenir un communiqué dans ce cas. Aujourd'hui, en 2016, 3500 personnes atteintes de graves maladies espèrent avoir le droit à un procès.
Pendant combien de temps allez-vous fuir vos responsabilités? Vous attendez qu'ils meurent tous? Bon, je vais vous faire parvenir un communiqué. C'est tout. Encore une fois, je vais vous faire parvenir un communiqué. Merci beaucoup et bonne journée. Bye. Nous avons bien reçu un communiqué de Dupont, mais pas un mot sur les victimes. L'entreprise affirme avoir minutieusement étudié le C8 pendant des décennies et avoir toujours agi de manière responsable. En 2015, Dupont a finalement arrêté d'utiliser le C8. L'entreprise a aussi été contrainte par la justice de dépolluer la région. Mais combien de générations vont garder les séquelles de cette contamination? Dans le monde de la chimie, les histoires ont tendance à inexorablement se répéter. Il faut des dizaines d'années pour révéler la vérité, et autant pour que les multinationales soient condamnées. Dans leur laboratoire, de nouvelles molécules toxiques sont constamment développées. Mais dans 10, 20, 30 ou 40 ans, qui sait combien de nouvelles victimes seront empoisonnées?